Pourquoi les chats ronronnent-ils ? Le pigeon descend-il vraiment des dinosaures ? Et pourquoi les pieds sentent-ils mauvais ? Les réponses à toutes ces questions et bien d'autres sont dans Science Infuse, le podcast des esprits curieux produit par le studio Biloba. N'attendez pas, cherchez Science Infuse sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez-moi toutes les 2 semaines en compagnie de Thomas pour développer votre culture générale. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 76. Merci les gueux. Le vénérable Rémi de Reims, organisateur du baptême de Clovis, déclare dans son testament rédigé à l'article de sa mort en 533 la chose suivante. À toi, ma sainte héritière, vénérable église de Reims, je laisse tous les colons que j'ai eus au territoire de Portian, tant ceux que j'ai hérités de mon père ou de ma mère, que ceux que j'ai échangés avec mon frère, de bienheureuses mémoires, principes, évêques, ou qui me sont venus de donation, à savoir, parmi les hommes, Dagared, Profuturus, Prudence, Temnaï, Morillon, Baudeleif, Provinciol. Parmi les femmes, Naviatène, Lot et Suphronie. De plus, Armorin, serviteur. Et que tout ce que je laisse, sans en disposer par le présent testament, devienne aussi ta propriété. Testament de Rémi de Reims. Alors le testament que l'évêque laisse à sa mort aligne des pages entières de propriétés et de serviteurs que le saint lègue à ses proches et à son Église. Surtout, il nous donne l'occasion d'aborder une question importante souvent délaissée dans ce balado, centrée sur les événements politiques et militaires, où c'est principalement les grands du royaume, les évêques, les leudes et bien sûr les rois qui sont à la manœuvre. Mais soyons réalistes, la poignée de milliardaires gallo-romains et le cercle proche des souverains représentent une fraction minuscule de la population du Regnum, qui doit s'élever, malgré les malheurs du temps, à quelques millions d'individus au début de l'ère mérovingienne. Et la vérité, ce sont ces hommes et ces femmes, dans leur immense majorité des paysans, trimant pour produire l'alimentation et les ressources primaires du pays, qui sont la véritable force motrice derrière la marche fonctionnelle du territoire. Alors, notre projet n'a pas pour objectif d'étudier en profondeur les mouvements sociaux, culturels et économiques qui marquent l'époque, et la transformation véritable de la société antique en Moyen-Âge, ce qui pour le coup serait moins du domaine d'un balado historique que d'un cours d'université. Mais il y a 2 ou 3 choses à connaître quand même, qui illustrent à merveille le testament du bon évêque. Comme pour d'autres périodes de l'histoire, en dépit d'une croyance tenace dans la théorie éternelle du ruissellement, une société qui laisse les plus riches s'enrichir démesurément ne garantit pas forcément la même dynamique positive pour les plus pauvres. Depuis les réformes des tétrarques du IVe siècle, les Dioclétiens et les autres, la fiscalité délirante de l'Empire romain a conduit les hommes fortunés à déserter les villes, notamment pour échapper à leurs obligations fiscales qui sont évidemment retombées sur les moins fortunés. Des aristocrates qui se sont bâtis par conséquent des domaines agricoles spectaculaires, dont les archéologues trouvent de temps en temps les traces et qui ont agrégé les populations paysannes tout autour de ces lieux de richesse. Tout n'est pas resté en l'état sur 2 siècles bien sûr. Une réduction massive de la taille et de la quantité de ces propriétés s'est opérée au nord de la Gaule notamment avec les catastrophes du siècle précédent. Alors que dans le même temps, beaucoup de paysans libres, gallo-romains ou germaniques, ont pris possession des terres laissées à l'abandon ici ou là, alors que le système politique s'écroulait en Gaule. Mais tout n'a pas disparu non plus, et les grandes propriétés agricoles possédées par les puissants restent une composante structurante du territoire, et plus particulièrement au sud de la Loire. En réalité, au VIe siècle, les riches familles gallo-romaines continuent de contrôler une grande partie des terres. Et en se mélangeant peu à peu avec les plus grands leudes du roi,
récompensés aussi par le souverain par des propriétés terriennes, ils vont constituer progressivement la future aristocratie unifiée du Regnum. Car faut-il le préciser, ces hommes, bien évidemment, ne travaillent pas eux-mêmes la terre dont ils sont les possesseurs, mais ils s'arrangent pour trouver assez de gueux pour le faire à leur place. Si une chose unit tout ce beau monde, riches héritiers gallo-romains et officiers germaniques méritants, c'est bien la compétition acharnée pour se constituer des patrimoines fonciers aussi gigantesques que possible, que ce soit grâce à l'héritage, à la générosité du roi ou à l'expropriation pure et simple des pauvres, en profitant de leur détresse économique pour gober tout ce qui reste disponible. Un autre évêque du Regnum, appelé Bertrand du Mans, qui va quitter ce monde dans quelques décennies, laissera pour sa part 300 000 hectares de propriétés foncières à ses héritiers, ce qui représente, tenez-vous bien, la moitié de la surface d'un département français moderne comme la Savoie, le Var ou l'Eure. La moitié. Et le corollaire de ce phénomène, c'est qu'en plus de l'injustice économique, la société de l'époque ne se caractérise pas non plus par une égalité de droits ou de liberté. Assez logiquement, a-t-on envie de dire malheureusement, et en particulier pour ceux qui vont former l'immense paysannerie du pays. Car on ne s'y trompe pas, des paysans, on en cherche au VIe siècle, et plus que des guerriers. La population de Gaule semble s'être contractée durant les dernières décennies de pagaille politique, de ruine générale du pays et d'épidémies dévastatrices. Une situation critique qui pousse justement les plus puissants à trouver les moyens de mettre tous les bras à l'œuvre pour défricher un maximum de terre et faire pousser de quoi nourrir tout le monde. Tout en bas de l'échelle, il y a donc le servus, comme le fameux armorin que Rémi lègue à son église, comme tant d'autres dont on n'a pas le nom. Servus, un mot qu'on peut traduire en serviteur dans notre langue moderne, c'est-à-dire esclave dans le contexte de l'Antiquité ou serf médiéval, selon le point de vue qu'on se donne sur cette période, vu que le flou règne pas mal autour des appellations utilisées et des droits réels de chacun. Dans tous les cas, des noms libres dans les faits, attachés juridiquement à leur domaine et aux droits individuels probablement très réduits. Des hommes qui vivent de moins en moins dans la propriété des aristocrates comme durant l'Antiquité, mais qui possèdent de petites cabanes sur les terres des propriétaires, qu'ils utilisent, voire qu'ils possèdent, en échange d'une vie de travail au service de leur maître. À côté de ça, on voit bien qu'une masse d'affranchis est aussi intégrée dans cette histoire, des colons sous la plume de Rémi. Des hommes plus autonomes, c'est vrai, puisque la distinction est souvent marquée dans son testament, mais qui restent cependant attachés au service du domaine, et qui vont devoir eux aussi travailler la terre des maîtres en échange d'une redevance généralement. L'idée étant que leurs obligations sont moins lourdes que celles des servus et qu'ils ont la possibilité de se constituer un patrimoine en propre au fil du temps. Et enfin, de vrais paysans libres apparemment, qu'on peut aussi appeler colons selon le contexte. Alors, pas libres comme les guerriers francs, exemptés d'impôts et participant aux assemblées du roi. Non, eux ce sont de petits paysans jouissant de leurs propres terres et capables de vendre leur surplus sur les marchés du coin, que ce soit dans la grande ville locale ou auprès du monastère de la région. Même si, considérant la dureté des temps, que ce soit l'insécurité économique ou politique, on observe clairement que certains de ces hommes choisissent de se mettre volontairement au service d'un aristocrate malgré leur statut. Les signes d'une proto-vassalité, comme le diront les futurs historiens, où des hommes indépendants à la base préfèrent finalement se mettre sous la dépendance d'un homme puissant du coin, qui en échange d'un serment et d'un service, comme la mise en valeur de terres communes, pourront bénéficier de leur protection physique, juridique et fiscale. Un état de fait qui est clairement le signe d'un temps où il ne fait pas bon compter exclusivement sur l'application stricte des lois et la justice royale pour s'en sortir. En réalité, il semble bien qu'on observe un phénomène de nivellement par le bas de l'échelle sociale, comme si la mode était à l'effacement des distinctions entre toutes ces classes, les servus, les affranchis, les colons et les autres. Tout ce beau monde travaillant plus ou moins volontairement de toute façon pour les mêmes ultra-riches, à même de leur fournir une protection et des terres à cultiver. D'un côté, et c'est le sens du testament de Rémi, la mode est à l'affranchissement des servus, qui quittent peu à peu leurs conditions affreuses pour un statut moins infamant. Simplement parce que le modèle esclavagiste devient de plus en plus culturellement inacceptable dans une société chrétienne, ou parce que l'affranchissement facilite pas mal les choses, la surveillance et la gestion opérationnelle des effectifs
se simplifiant grandement pour la mise en valeur des terres à grande échelle. Et inversement, la paysannerie libre, elle, sans qu'on puisse forcément quantifier le phénomène, est un modèle en souffrance, avec une difficulté croissante pour les hommes des campagnes à vivre sans la protection ou la tutelle des puissants. Autant dire que pour tous ces hommes et ces femmes, incapables de manifester la moindre aspiration politique, pas mobilisables dans les armées, et attachés plus ou moins fermement à la terre qu'ils doivent faire fructifier pour survivre et payer leurs impôts, l'heure n'est pas à la mobilité sociale. C'est peut-être l'un des mouvements les plus choquants du Haut Moyen-Âge vis-à-vis de l'Antiquité. Alors que l'esclavage pur et dur, symbole de l'Empire romain, se met à disparaître, l'ascenseur social, pour utiliser un terme totalement anachronique, se réduit peu à peu. Sans qu'on en soit à une société parfaitement étanche du point de vue des classes sociales, comme le deviendra le Moyen-Âge, les carrières spectaculaires d'hommes issus du rang dans les armées ou d'affranchis éduqués des cités, dotés de capacités exceptionnelles et d'un gros coup de chance, sont sur le déclin. Avec la fin de la pagaille de l'Empire romain tardif, l'heure est à l'écrasement de la pyramide sociale sur sa base. Et ceux qui tombent du mauvais côté de la barrière à partir du VIe siècle, alors que le regnum se stabilise, n'auront plus guère l'occasion de retrouver une chance de briller malgré la carrière spectaculaire de quelques esclaves féminines admises dans le lit du roi et dont nous reparlerons un jour. Comme quoi, les débats sur le travail qui ne paye plus, sur l'ascenseur social cassé et les inégalités causées par la fortune exponentielle d'une poignée de super riches profitant d'un système qui les avantage, ne datent pas d'aujourd'hui. Les Mérovingiens avaient tout inventé, même les aspects les plus déprimants d'une société bloquée par un déterminisme social plus fort que jamais.